dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Dans cet épisode, je reçois Élise, préparatrice mentale et praticienne en drainage lymphatique de la méthode Renata França. Avec elle, on explore l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit pour une approche globale et durable de la pratique artistique. Que l'on soit danseur en compétition, sur scène ou habitué des auditions, la santé mentale est un pilier souvent sous-estimé. Avec Élise, on réfléchit ensemble à l'intérêt d'intégrer un accompagnement mental dans le parcours du danseur. Comment se déroule une séance? Comment gérer le stress, les doutes, les remises en question? Pourquoi la visualisation est-elle un outil puissant pour performer? Côté drainage lymphatique, Élise nous éclaire sur les bienfaits de cette méthode spécifique et nous aide à mieux comprendre les différences entre un massage classique, le drainage Vodeur, et la méthode Renata França qu'elle pratique. Un épisode à la fois pédagogique et inspirant qui met en lumière des enjeux essentiels pour les danseurs d'aujourd'hui. Belle écoute! Hello Élise! Hello Elisa May, Comment vas-tu? ça va bien et toi? Très très bien. Ravie de t'avoir dans le podcast Élise pour parler de deux sujets qui sont très importants. La préparation mentale et le drainage lymphatique, mais pas n'importe lequel, tu nous en parleras. Comme tu le sais dans le podcast, il y a deux catégories d'interviewés. La première catégorie, ce sont les danseurs. Ils racontent leur parcours, leurs défis et toute la partie préparation physique, préparation mentale, toute la gestion des émotions. Et puis j'avais vraiment à cœur d'ouvrir une deuxième catégorie, qui sont en fait les professionnels qui vont accompagner les danseurs tout au long de leur carrière. Et pour ouvrir cette deuxième catégorie, je trouvais ça très intéressant de t'avoir à mes côtés, parce que ce sont deux sujets que tu maîtrises, et ce sont deux sujets que j'ai pu que j'ai pu toucher du doigt avec toi, étant donné que tu m'as suivi pendant toute une année en préparation mentale et aussi en drainage lymphatique. En danse, on parle de plus en plus de préparation mentale, ça reste un sujet qui reste un peu timide, même un peu tabou peut-être. Tu nous diras un peu toi ce que tu en penses, mais ça commence à venir. Toi, de manière générale, première question du coup que je te pose, c'est quel regard justement tu portes sur la place et l'évolution de la préparation mentale dans le domaine du sport de manière générale, étant donné que voilà, tu ne vises pas seulement les danseurs, tu vises les sportifs de manière générale en préparation mentale. Très bonne question. Donc pour commencer, effectivement, aujourd'hui, la place de la préparation mentale dans le sport est, on va dire, faible, si on peut le dire comme ça, parce que c'est un des derniers accompagnements auquel va peut-être penser le sportif. Pas tous, encore une fois, c'est une généralité que je suis en train de faire et c'est pas forcément judicieux pour tout le monde, ni pour tous les sports, parce qu'il y a des sports où c'est beaucoup plus développé que d'autres. Mais aujourd'hui, la place de la préparation mentale dans le sport, elle n'est pas très développée. C'est en train de venir. On a eu également les JO de Paris qui se sont passés cet été, qui ont poussé ce phénomène-là. Mais encore une fois, les JO, c'est à niveau international. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de visibilité, il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup de moyens. Et il y a beaucoup de moyens, effectivement. On est obligé de parler de ça parce que, un sportif, quand il vit de son sport, il a plus de sponsors, plus de moyens financiers, plus de ressources. Et donc, du coup, il peut penser à vraiment toutes les parties qui vont l'encadrer et qui vont l'aider, du coup, à la performance. Et tu dirais, du coup, que c'est un luxe d'avoir accès à la préparation mentale? Moi, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas que c'est un luxe. Aujourd'hui, on a un ambassadeur sur la préparation mentale qui est Teddy Riner, qui est vraiment
un sportif génial et qui en parle de façon très décomplexée. Oui. Lui, il parle même de psychologie sportive et de préparation mentale. Bon, parfois, il fait pas la distinction, mais on sent qu'il a été suivi par un psychologue du sport et par un préparateur mental. Et donc, pour lui, c'est pas du tout un luxe, puisque ça représente, je crois qu'il disait, 80% de ses résultats aujourd'hui. Ouais. J'ai l'impression, pour m'être un peu documentée sur le sujet, ça fait partie un peu des précurseurs. En tout cas, qu'il ne l'a plus vu comme un tabou. Puisqu'il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais dans un des reportages que j'ai vu sur lui, il disait que oui, c'était l'un des premiers à exiger que son psychologue, sa psychologue de sport, je crois, l'accompagne tout au long de sa carrière, en fait. Que c'était pas une option, c'était une nécessité qu'elle soit présente. Ça fait partie des premiers à en parler assez librement. Oui, complètement. Je le pense également que il y a d'autres sportifs maintenant qui en parlent plus ouvertement, et puis il n'y a pas que lui qui en a parlé. Florent Manodou en a beaucoup parlé. Du coup, Léon Marchand, qui se fait accompagner par Thomas Samut, qui est un excellent préparateur mental. Là, ça s'ouvre vraiment, mais depuis les JO. Oui. Est-ce que Teddy Riner en parlait un petit peu avant? Après, eh bien, c'est comme tout. Est-ce que c'est un sujet qui passionne et qui rassemble? Pas forcément, et donc c'est pas non plus diffusé au plus grand nombre, mais ça fait très longtemps que c'est là, effectivement. Ça fait depuis combien de temps que c'est là, justement? Alors, la prépa mentale, tu veux dire? La préparation mentale, je crois qu'elle s'est développée très peu après la préparation physique d'un sportif. C'est simplement qu'on allait peut-être dire, disons que le métier de préparateur mental n'était pas développé, mais qu'on allait dire, moi je me fais accompagner quand même par un psychologue parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de parler de mes enjeux, de comment je vis les choses, de la gestion de mes émotions, etc. Et ensuite, le métier de préparateur mental est venu se faire une place. Il y a eu du coup une diversification des formations là-dessus en université, et puis ensuite des formations qui sont complètement indépendantes, qui sont souvent promues par des préparateurs mentaux aguerris, qui sont là depuis beaucoup d'années. Ok. Est-ce que le sportif, il peut avoir un ego comme l'artiste, et se faire accompagner, est-ce que ça peut être vu comme aussi une faiblesse? De dire, j'ai besoin d'un soutien. Parce que si on parle des JO, oui, ce sont des pointures. Oui. Et même si on ne parle pas des sportifs de JO, oui, je pense qu'il y a quand même une question d'ego qui peut entrer en jeu à un moment donné. Et peut-être que la personne se dit, mais non, mais moi j'ai pas besoin d'être accompagnée. Moi j'ai déjà entendu dans la danse, moi j'ai pas besoin d'être accompagnée. Alors, ça dépend où est-ce que tu te places. Quels sont tes objectifs aussi. Mais effectivement, on va dire que tout ce qui va toucher un petit peu au cerveau, aux émotions, au ressenti, va être une faiblesse pour le sportif, parce que c'est là depuis longtemps. Il faut pas. Ce qui est ancré, c'est qu'il ne faut pas vraiment s'écouter. Il faut y aller. Hop, on va dans le dur tout de suite. C'est un petit peu comme ça que ça a été toujours vu, la performance, on va dire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que justement, aujourd'hui, et même il y a déjà un petit moment, on s'est rendu compte que d'écouter ce qui se passe en nous, de le comprendre et peut-être de régler certaines parties de nous, vont nous influencer et nous aider dans la performance. Et également à se sentir mieux dans la vie de tous les jours, parce que c'est vraiment un allié personnel et professionnel, et on va dire au niveau également de la passion. Mais effectivement, on a encore beaucoup de sportifs, c'est aussi très très masculin, mais il y a beaucoup aussi de sportives femmes qui ont tendance à se dire, même si je me fais accompagner, je préfère que ça reste secret, mais je sens que j'en ai besoin. Donc maintenant, on est vraiment dans cette dynamique. Avant, on disait, j'ai pas besoin de me faire accompagner. Aujourd'hui, on est plus dans une dynamique où on va se dire, ok, ça va me permettre d'être plus fort. Ça va me permettre d'être plus fort, mais je l'assume pas aux yeux de tous non plus. Voilà. Et tu vois, c'est rigolo que tu dises ça, et ça me paraît normal. Moi, je l'ai un peu vécu aussi comme ça au début. Pour remettre un peu dans le contexte, comment je connais Élise, c'était de janvier 2023 à décembre 2023. On est d'accord, c'est 2023. La compétition était en décembre 2023. J'ai été suivie effectivement par Élise pendant toute une année à raison de une séance par mois, donc soit en présentiel, soit en visio,
Entre séances, il y avait un accompagnement. Élise était présente, était là en soutien par message, par appel, peu importe, elle restait disponible. Mais c'est vrai que pendant toute une année, tu m'as accompagnée pour la dernière compétition que j'ai faite, donc l'Euroson, une compétition internationale en bachata au Mexique. Et c'est vrai que moi aussi j'ai ressenti un peu ça. Au début, j'en parlais pas forcément librement, que ce soit avec mon entourage ou même sur les réseaux sociaux où je partageais un peu ma préparation physique de la compétition. Mais la préparation mentale, j'avais un petit peu envie de le garder plutôt pour moi, parce que je connaissais pas. C'était quelque chose d'inconnu. Et puis, en fait, au fil des séances, vu que je me rendais compte du bénéfice que je commençais à en tirer, même si réellement le bénéfice, je l'ai vraiment capté à la fin, sur scène. Lorsque je suis arrivée sur cette scène internationale, là j'ai compris que la préparation mentale avait eu un effet extrêmement positif, étant donné que je suis arrivée sur scène sans aucun stress, en profitant au maximum de mon solo et de mon duo. Et là je me suis dit waouh, mais en fait l'impact il est énorme quoi. Et c'est là où vraiment j'ai voulu en parler à tout le monde en disant mais fais de la préparation mentale, si tu fais de la compétition, ne pense pas que t'en as pas besoin. Tu en as besoin. Et si tu penses que là que t'en as pas besoin, bah imagine que voilà ta performance elle va être encore mieux quoi. Donc oui, je peux comprendre ce côté un peu je le fais mais je préfère pas trop en parler comme si ça restait un petit peu tabou encore. Comme tu dis, ça vient vraiment sublimer la performance, même si on sent qu'on est quand même assez costaud, qu'on n'a pas beaucoup de litiges intérieurs. Et en fait, bon bah voilà, selon les problématiques, par exemple, toi, le stress, c'était, si on prend l'exemple d'Elisa May qui est ouverte à en parler maintenant, c'était quelque chose qui était comme un polluant. Et un polluant, c'est pas motivant. Non. Donc voilà, mais d'autres personnes vont prendre le stress. Hop, ça y est, c'est ça qui va déclencher vraiment le fait que je sois dedans, etc. Donc, selon les personnes, on va prendre les problématiques et on va voir qu'est-ce qui est possible d'améliorer. Et surtout, toujours le même bénéfice. La performance, c'est super, on fait plein de choses dans plein de sports et même les artistes. Mais le plus important, c'est quand même que mon sport ou mon art reste un plaisir. Totalement. Bah ça a été une des grandes thématiques qu'on a abordé, la notion de plaisir. Comment faire en sorte que, oui, il y a de la rigueur, oui, il y a beaucoup d'entraînement, ça prend une place très importante dans notre vie, la préparation à la compétition, mais comment garder ce plaisir à avoir à s'entraîner. Et je pense que sans la préparation mentale, ça m'aurait... c'est pas que ça m'aurait tué, mais j'aurais peut-être plus galéré en entraînement à garder ce plaisir à danser. Mais on en reparlera de toutes ces thématiques qui ont été abordées pendant notre préparation mentale et comment tu accompagnes les sportifs de manière générale. Peut-être que ça serait le moment que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu plus qui tu es, ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à présent, étant donné que la préparation mentale et le drainage lymphatique est arrivé, on va dire, il y a peu. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que tu t'intéresses à ces sujets-là? Bref, tu peux vraiment tout nous raconter ce que tu as envie de dire sur toi. Alors, je vais essayer de faire court parce que bon bah aujourd'hui donc du coup j'ai 32 ans. Je proviens d'une famille de commerçants ancrés depuis très longtemps et donc j'ai toujours eu le commerce dans la peau et puis du coup le relationnel avec les gens. J'aime énormément ça. Donc bon, j'ai toujours été bercée là-dedans et j'ai fait une carrière de commercial dans différents domaines pendant 14 ans. Des domaines qui sont essentiellement reliés à tout ce qui peut être luxe. Donc ça a été par exemple l'hôtellerie, ensuite la moto premium et puis la vente dans l'artisanat pareil au niveau premium. Entre mes deux derniers postes, on a fait un super voyage avec mon mari en Thaïlande et j'ai malheureusement été percutée par un véhicule qui m'a quand même sacrément amochée et où j'ai dû réapprendre à marcher. Déjà dans un premier temps après avoir compris que j'allais pouvoir remarcher. J'ai subi 3 ou 4 opérations, maintenant j'ai un doute, avec du coup pas mal de matériel dans la colonne vertébrale que j'ai aujourd'hui encore actuellement. Okay. Donc
On va dire que j'étais dans une dynamique où il fallait que je pense beaucoup plus à moi, à ce dont j'avais envie, à quelle direction j'avais envie de prendre dans ma vie, quel sens j'avais envie de donner à ma vie, puisque tout ça, ça remet beaucoup de choses en perspective. Et donc aussi un parcours de soins qui a été initié en Thaïlande avec des médecins internationaux. Et puis ensuite, un parcours de soins qui a été continué ici, une rééducation qui a été faite pendant 9 mois pour vraiment retrouver toutes mes capacités et surtout réapprendre à vivre d'une manière différente avec des gestes et une façon en fait de me tenir différente, une façon de me mouvoir différente et aussi une hygiène de vie différente. Donc j'ai vraiment touché à certains pans auxquels un sportif est confronté en permanence. Donc du coup ça a été vraiment un réel tournant. Les choses ont fait que du coup j'ai quitté mon travail, j'en ai retrouvé un toujours dans le commerce, mais vraiment dans ma tête j'étais dans l'idée ça va pas pouvoir continuer comme ça puisque je veux donner un autre sens à ma vie. En parallèle de ça et avant mes études, j'ai fait 15 ans de musique à haut niveau dans différents conservatoires avec des concours ici et là, des concerts aussi, seul à plusieurs, avec plusieurs aussi autres instrumentistes, pas forcément que des personnes qui sont dans le milieu du piano, parce que c'était du piano que je faisais. Et j'ai eu la chance également de pouvoir suivre mon frère, qui était du coup en études sportives dans le handball, et donc dans l'équipe junior de handball de Chambéry. Okay. Donc c'est plus qu'une classe sport, c'est vraiment un encadrement pour former les élites en fait du handball. Chambéry était et est toujours d'ailleurs un club très élite du handball, donc c'est vrai que c'était un centre de formation qui était très en vue à l'époque, l'est toujours aujourd'hui, mais qui était vraiment très développé au niveau psychologique, au niveau préparation mentale également. Et ça t'attirait quand ton frère y était ? Donc moi c'est vrai que mes parents travaillant beaucoup, j'accompagnais beaucoup mon frère le week-end sur ses matchs et ses entraînements en semaine, puisque moi j'étais également scolarisée sur Chambéry et véhiculée, vu que j'ai un âge plus conséquent que lui. Plus conséquent, j'aime bien. C'est pas vraiment le mot. T'es vieille, écoute. mais voilà, donc du coup j'ai baigné un petit peu dans les mondes, dans les sphères un petit peu poussées de la musique et du sport, et ça m'attirait en fait de voir comment on pouvait gérer les choses. Et moi, à titre personnel, je les ai gérées également au niveau du piano. J'avais quand même cette tendance à trembler. Donc pas du tout bien, pas du tout idéal pour jouer. Et tout ça, il faut quand même apprendre à se dire, je vais passer sur scène, que ce soit pour un concours, un concert, une rentrée dans un conservatoire d'élite. Comment je fais pour gérer mon stress ? Et donc ça, moi j'étais pas accompagnée à l'époque, c'est pas quelque chose, j'étais mineure en plus, c'est pas quelque chose, moi à l'époque je crois pas que je connaissais. Et tes professeurs te disaient quoi justement pour gérer ? Alors mes professeurs ne connaissaient pas du tout l'aspect mental. Et pourtant on parle vraiment de professeurs qui baignent vraiment dans les hautes sphères aussi, mais vraiment peut-être été initié un petit peu le travail de respiration, mais c'est tout. C'est toi qui te gères et tu fais comme tu peux. T'es seule face à tout ça, quoi. Alors bon, je te parle de ça il y a 15-20 ans maintenant. Les choses, Dieu merci, elles ont évolué, mais voilà. Donc, s'en est suivi une dernière aventure, si on peut dire ça comme ça, professionnelle dans le commerce. Et puis, les choses avançant comme elles devaient avancer dans la vie, au niveau personnel et également au niveau professionnel, je me suis dit, c'est peut-être le moment maintenant de suivre tes intuitions, de suivre tes envies et de donner réellement sens à tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que du coup, j'en suis venue à la préparation mentale et au drainage lymphatique. Pour rebondir rapidement sur le drainage lymphatique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite de mon accident en Thaïlande, le fait de prendre beaucoup de calmants, beaucoup
d'anesthésiants, comme la morphine qui est très puissante, mais beaucoup d'autres que j'ai dû prendre. Mon corps s'est encrassé, n'arrivait pas forcément à éliminer au départ parce que je pouvais pas bouger sur les premières semaines, et donc j'ai accumulé pas mal de toxines en moi, et ça a produit beaucoup de rétention d'eau également. À la suite de ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était de la rétention d'eau parce qu'il y avait pas grand monde qui diagnostiquait cela. Même mon médecin me disait non, tu n'en fais pas. Et puis, je me suis quand même dit, tu vas tester le drainage lymphatique Renata França qui venait d'arriver en France. Sur Annecy, il devait y avoir 2 ou 3 praticiennes. Vraiment, ça devait pas être plus, c'était vraiment le départ. Et j'ai commencé et j'ai perdu instantanément 3 kilos d'eau. Ah ouais. Pour vraiment être transparente, c'était ça. Mais surtout, un bien-être intérieur. Mais incroyable. En une séance, tu dis ? Non. Ah oui, en plusieurs. J'ai fait une cure de 5 séances pour commencer. Ouais. Et c'était vraiment pas évident parce que je ressentais vraiment tout. Tout dans le drainage et sur toutes les parties de mon corps. Spécialement les jambes, c'est là où j'accumulais beaucoup. Mais effectivement, c'est comme ça que j'ai connu le drainage et je me suis dit, c'est incroyable. Et depuis ce temps-là, donc c'est vrai que j'en fais du coup, depuis 2019, je n'ai jamais arrêté de me faire drainer. Je me fais drainer tous les mois. Une fois par mois ? C'est une constante. Sur ma première grossesse, je me faisais même drainer 2 fois par mois. Voilà, c'est des problématiques auxquelles moi je fais face, mais qui aujourd'hui sont vraiment source de bien-être me concernant. Donc ça c'est pour la partie drainage lymphatique où du coup je me suis dit je veux faire découvrir cette méthode, elle est incroyable, elle répond aussi à beaucoup de problématiques, pas forcément que la rétention d'eau, ça peut vraiment être une alliée avec le mental. Et j'ai commencé comme ça à construire mes 2 activités, l'une qui s'imbrique dans l'autre, un petit peu comme ça. Ah mais oui, ouais. Bah clairement le sportif, si on parle vraiment même du danseur, vu que c'est un podcast sur danseur, on peut parler un peu plus de la danse, les 2 sont hyper intéressants. La préparation mentale pour toutes les personnes, pour tous les danseurs qui soit passent des auditions pour entrer dans des compagnies, soit font des spectacles, des shows sur scène, soit ceux qui font des compétitions. La préparation mentale a sa place et on va en parler plus en détail. Et pour ce qui est du drainage, que ce soit en amont d'un show, d'une compétition, d'une audition ou après pour la récupération, ça va énormément aider. Oui. Ça va forcément avoir un impact très très fort pour le danseur. Donc c'est 2 on pourrait penser, quand on arrive, par exemple, tu vois, une personne qui te connaît pas, qui arrive sur ton compte Instagram, par exemple, ou sur ton site, elle pourrait se dire, mais quel est le lien entre les 2 ? Mais en fait, le lien, il est évident. Pour moi, il est vraiment évident d'avoir à la fois cette partie mentale et cette partie physique. Donc, c'est génial que tu puisses proposer ces deux volets-là. Oui. Ça en fait une force, je trouve. Oui, vraiment, je trouve qu'il y a un lien phénoménal entre les 2, pour différentes raisons, mais effectivement, chez les sportifs et les artistes, ça aide énormément, et il y a un côté vraiment aussi psychique au niveau du drainage lymphatique, et quand bien même, pendant le drainage, c'est très souvent qu'on va parler mental, très souvent. Mais voilà, donc vraiment, ça a commencé comme ça, et puis ensuite, au niveau de la prépa mentale, au début, j'ai bénéficié d'une formation en PNL, en programmation neuro-linguistique, pour ceux qui connaissent pas du coup l'abréviation des 3 lettres. Et puis, ça a été assez long parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement personnel, où on bosse sur soi en premier lieu, pour ressentir du coup tous les outils. Et puis, on les bosse aussi sur nos collègues. Donc vraiment, il y a un travail de soi et c'est plus ou moins long. Ensuite, je me suis formée en psychopathologie pour déceler justement les pathologies mentales chez certaines personnes. Ça peut être les sportives, artistes, parce qu'il y a des choses que, en tant que coach mental, en premier lieu, on peut pas traiter. Ça fait partie du domaine de la psychologie, psychothérapie, voire psychiatrie. C'est très complexe. Et j'ai fini du coup par atteindre le niveau de la préparation mentale avec un
un préparateur international qui fait ses propres formations. Hyper intéressant. Donc au final, ça fait depuis combien de temps que tu te formes sur tout ce volet-là? Ça doit faire 5-6 ans. Ouais. Petite précision, j'ai mis une boîte à questions sur mon compte Instagram, je crois que tu l'as vu, la story. Oui. J'en ai sélectionné quelques-unes. Pour commencer, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. À quoi ça sert concrètement la préparation mentale pour le danseur / sportif de manière générale? Alors, moi ce que je dis très souvent, et je trouve qu'il est très significatif, un sportif ou encore plus, on va cibler le danseur, il va se préparer physiquement. Il va aller s'entraîner pour son physique, mais également il va s'essayer à sa chorégraphie, s'essayer à ses figures, etc. S'il se prépare physiquement, pourquoi il prépare pas également le mental? C'est souvent ce que j'aime dire, parce que je trouve que c'est assez significatif. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le corps. Le corps, il danse avec un esprit. Donc il a besoin également, cet esprit, d'être entretenu, d'être écouté. Et donc c'est à ça que va venir servir le préparateur mental. En premier lieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent? Est-ce qu'il y a des pensées parasites pendant que tu danses? Est-ce que ton physique vient impacter ton mental, mais tellement impacté qu'il va donner lieu à des erreurs, à de la blessure, à des incohérences, à des angoisses. Tout ça, faut qu'on en discute. Oui, et tu vois, ça me fait penser, et je pense qu'au final, c'est dans la danse, mais c'est aussi dans d'autres sports. Des fois, ça m'est arrivé d'être présente physiquement, que ce soit en répétition ou sur scène, mais d'être absente. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était quelque chose d'automatique que tu étais en train d'exécuter. Ça fait tellement de fois que tu t'entraînes que tu exécutes. Mais en fait, finalement, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu en profites? Alors, c'est normal. Et ça, je pense que c'est un exemple qui parle à beaucoup de danseurs, parce que ça nous arrive souvent d'être physiquement là, mais en fait, tu penses à d'autres choses en même temps que tu danses. Alors, la danse, en plus, c'est particulier. C'est un peu comme les performances artistiques. C'est-à-dire qu'on performe sur le moment, sur 2-3 minutes, et puis c'est fini. C'est pas dans la longueur, on va dire. Donc forcément, on s'entraîne beaucoup pour un moment clé. Et forcément, ce moment clé, forcément que ça va être l'objectif. Que c'est ça qu'on va vouloir atteindre. Et cette plénitude, on va vouloir l'atteindre sur ce moment clé. Mais tous les moments avant, toutes les répétitions, effectivement, on peut pas être pleinement présent par l'esprit à chaque fois parce que il y a plein d'aléas dans notre vie, mais il faut quand même essayer de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je ressens. Et donc, le préparateur mental est la personne qui va venir t'accompagner à mettre vraiment des points d'honneur sur certaines périodes que tu es en train de vivre. C'est assez délicat à contextualiser parce que ça va dépendre du sport, ça va dépendre de la personne également. Oui, chaque personne est différente, avec aussi comme un niveau d'anxiété qui est différent. C'est certain que c'est du personnalisé quand t'as quelqu'un en face de toi en préparation mentale. On parlera après de comment ça se passe concrètement, une séance. Mais une question d'ailleurs que j'ai eue dans la boîte à questions, c'est à combien de pourcents le mental va contribuer à la réussite d'une performance? Est-ce que là aussi, c'est du au cas par cas, ou est-ce qu'il y a des études qui montrent que tant de pourcents va contribuer? Je réponds déjà à la dernière question. Il n'y a aucune étude qui montre à combien de pourcents, parce que ça va dépendre en fait de la séance, de l'accompagnement en lui-même, puisque quand on dit je me fais accompagner en prépa mentale, c'est pas une séance d'1 heure. Voilà. Donc c'est pas tiens, je performe là dans 2 semaines, je vais voir quelqu'un là pendant 1 heure et ça va aller bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est difficilement quantifiable. C'est très compliqué de répondre à cette question, mais pour sûr, il n'y a pas de pourcentage qui va permettre d'exprimer la réussite de la préparation mentale de manière globale. C'est trop différent. Mais disons que le mental, comme il dit beaucoup, Teddy Riner, peut-être que 80%, ça va être une représentation pour lui de ce que ça influe dans son sport. Mais je dirais que le mental, c'est au moins 50 à 60%
de la performance d'un sportif. Ok. Et si on parle un peu des blocages que peuvent ressentir tes coachés, est-ce que tu remarques que les blocages peuvent être similaires d'un coaché à un autre, ou est-ce que il y a autant de blocages que de coachés? Il peut y avoir des similitudes, des choses qui se ressemblent, mais elles diffèrent forcément dans la manière de les apporter, dans le sport pratiqué. Oui. Dans l'environnement également qu'ils sont en train de le vivre, l'âge du sportif, parce que c'est pas qu'il m'arrive, c'est que j'ai beaucoup de mineurs également, donc en plein développement psychique, c'est compliqué de gérer des fois un tout, mais on va dire que oui, il existe plusieurs formes de blocage, et elles sont souvent pas similaires. Ok. Quels exemples tu as eu de blocage, j'allais dire marquant, mais non, parce que chaque blocage a son importance. Mais quels sont les blocages que toi tu as pu repérer jusqu'à présent? Alors bon, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot blocage? Quelque chose qui va être un obstacle pour la réussite d'une performance. Si on part du principe qu'un blocage aujourd'hui va empêcher la personne de performer, je peux, par exemple, te donner l'exemple d'un environnement familial paralysant. Par exemple, sur un mineur, des parents qui sont en train de se séparer, mais qui se déchirent en même temps, qui se déchirent du coup la garde de ce mineur et de la fratrie, avec beaucoup d'impact à la maison. Donc même si ces mineurs, à ce niveau-là, ne sont plus à la maison la semaine et parfois plus le week-end également, ça vient vraiment jouer sur eux. Oui. Ils ont besoin d'une certaine stabilité. Même le sportif en général, il a besoin d'une certaine stabilité dans son environnement. Oui. Donc si je peux te dire un environnement marquant, effectivement, un blocage marquant, effectivement sur ce sportif-là, c'était assez marquant puisqu'on a dû travailler 2 ou 3 séances avec beaucoup d'émotionnel, une certaine forme de traumatisme qui vient s'ancrer, et puis un jeune âge, on est en train de parler de la tranche des 12 ans. Donc c'est très compliqué à gérer avec un aîné en plus qui se sent responsable de sa fratrie, de ce qui est en train de se passer dans sa famille, beaucoup de choses qui ont marqué la personne. Mais du coup, ça veut dire que la préparation mentale, finalement, on peut l'aborder à n'importe quel âge. Là, tu nous parles d'un exemple d'une personne qui a 12 ans. Il n'y a pas de contre-indication à commencer une préparation mentale tôt. Non. Alors c'est vrai que on en parle peu. La préparation mentale, elle a vocation à accompagner les sportifs et les artistes, mais pas que. Elle a également vocation à accompagner quelqu'un qui va éventuellement se produire, je sais pas moi, un humoriste par exemple, pour donner un exemple. Il peut faire de la préparation mentale. Un chef d'entreprise également. Mais c'est vrai que c'est exclusivement dédié aux sportifs et aux artistes, on va dire. En tout cas, c'est médiatisé plus pour les sportifs que pour les chefs d'entreprise. C'est un mot la préparation mentale sous toutes ses formes, quand en plus on l'étudie après, c'est vraiment dédié pour le sportif et l'artiste. Et puis après, pour toute personne qui n'a pas un enjeu sportif ou artistique, on va parler de coaching mental. Oui. Ok. La différence du coup avec la psychologie par exemple, c'est certainement une question qu'on peut se poser, mais c'est quoi finalement la différence entre une séance de psy et une séance de préparation mentale? C'est pas une question qui a été posée à la boîte à questions, mais je pense qu'on doit se poser cette question. C'est important qu'on puisse chacun se mettre à sa juste place, dans le sens où la préparation mentale a ses limites sur les traumatismes, sur les choses qui sont ancrées depuis très longtemps, qui sont pas forcément des traumatismes, mais qui s'y apparentent, sur des pathologies mentales finalement qui ont été créées ou qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être faibles, mais qu'il faut absolument explorer. C'est la psychologie qui va venir bosser là-dessus. Et la psychologie autour du sportif. Voilà, parce qu'il y a la psychologie et la psychologie sportive. C'est 2 choses différentes. Donc toi, t'interviens finalement quand il n'y a pas forcément de pathologie
qui sont liées C'est clair et net que je n'ai pas à intervenir. J'ai justement, grâce à cette formation de psychopathologie, c'était tout le but, de le repérer, déceler en fait. quand il y avait une pathologie mentale et de pouvoir déléguer justement aux personnes avec lesquelles j'ai pu m'entourer. Ok, je comprends. Bon, c'était bien de le préciser, je pense. Si on parle vraiment d'un accompagnement avec toi, comment il se passe et comment se passe la première séance ? Concrètement, la première séance, elle va servir à quoi ? Alors, première séance, un petit peu comme quand on va voir un thérapeute lambda, tout type de thérapeute, on va apprendre à comprendre quelle est la personne qu'on a en face, quel est son sport, est-ce qu'elle prépare, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'elle prépare quelque chose, est-ce qu'elle est en train de concourir à un niveau amateur, professionnel, semi-professionnel, professionnel, et quel est l'enjeu. Et puis du coup, si cette personne fait appel à moi, c'est que elle a déjà une sensibilité et elle a mis le point sur quelque chose qui va peut-être la gêner ou quelque chose qu'elle a envie d'extérioriser, on va dire. Parfois c'est du positif, c'est pas forcément on pense toujours que c'est peut-être négatif, mais pas du tout. Parfois c'est quelque chose... Tu veux dire qu'on vient parce qu'on a un problème? Oui, à régler. Mais pas forcément. Oui, voilà. C'est simplement qu'on a besoin de parler de ce qu'on est en train de vivre, parfois aussi. Alors forcément, on va travailler sur pas mal de points, mais c'est arrivé plein de fois. Non, moi je suis en train de préparer quelque chose de lourd. C'est beaucoup pour moi toute seule ou à porter. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me soutient dans cette démarche-là. Et c'est quelqu'un, c'est pas forcément la famille, c'est pas forcément mon kiné, c'est pas forcément mon coach sportif, etc. Donc une première séance, elle va se passer comme ça. On essaie de se connaître, de déceler qu'est-ce que on va pouvoir travailler avec l'accord du sportif. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, on commence déjà à se dire comment on va articuler cet accompagnement. Et justement, ça se passe comment le suivi? Est-ce qu'il y a plusieurs formats? Est-ce que c'est du personnalisable ou est-ce que tu estimes qu'il faut tant de mois pour quand même avoir un résultat satisfaisant? Comment ça se passe? Puis finalement, moi, j'ai mon propre exemple, mais c'est certainement pas une généralité. Complètement. Tout dépend déjà à quel stade la personne elle vient te voir par rapport à l'objectif qu'elle a. Que ce soit en danse ou en artistique, mais généralement, si on généralise, elle va venir te voir en amont. On va voir combien de temps il reste et de quoi elle a besoin, quelles sont ses problématiques. Et forcément, c'est propre à chacun. Voilà. Des fois, il y a un besoin d'un accompagnement sur une certaine longueur, parfois non, et parfois aussi à une certaine récurrence. Ça peut être plus ou moins espacé. Oui. Donc moi, par exemple, c'était à raison de une fois par mois, avec quand même un soutien qui était quasi quotidien, parce qu'on échangeait sur WhatsApp, etc. Mais est-ce qu'il y a des personnes, du coup, qui pourraient avoir des séances une fois tous les 15 jours, ou peut-être une fois tous les 2 mois Alors, une fois tous les 2 mois, non. Ça n'a pas d'impact. Évidemment que si, ça a un impact, mais dans une moindre mesure. C'est pas du tout quelque chose qu'on va préconiser, parce que c'est comme tout. Si je vais à la salle une fois toutes les 2 semaines, je vois pas de résultat sur mon physique. C'est pareil pour le mental, ça s'entraîne. Il faut quand même qu'on ait un suivi qui est quand même assez rapproché pour pouvoir avoir une indication dans le temps de comment ça progresse. Même si on est dans un tourbillon, par exemple, pour ton exemple précis, tu l'as vu le jour de la compétition, ça a été vraiment flagrant, les effets de la préparation mentale, mais il y a forcément eu des séances où tu t'es dit ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Si tu te le dis pas à la fin de la séance, peut-être que tu vas te le dire 5 heures après, voire le lendemain, voire le surlendemain. Mais oh là là, heureusement qu'elle est venue parce qu'on a parlé de ça. Et puis c'est vrai que finalement, j'avais pas pensé, mais on a abordé telle et telle chose parce que c'était c'était dans la thématique et c'est super. Donc non, tous les mois, c'est quand même le grand maximum, on va dire. Et puis ça permet, ça me permet de rebondir, mais souvent il y a des choses qu'on a conscience, mais des choses où on n'a pas conscience. Et c'est là où toi tu vas mettre le doigt dessus et ça nous fait réfléchir sur et qu'est-ce qu'il en est de ça?
Et ça permet effectivement de réfléchir sur des points qu'on n'aurait pas eu envie d'aborder ou qu'on n'avait pas conscience. Et ça permet d'avancer en fait. Oui. Ça permet clairement d'avancer. Oui, c'est vrai que... Alors, je le dis très souvent, tu y as eu droit également. On est beaucoup dans le non-jugement, la bienveillance, l'écoute. En revanche, à des moments, on est quand même... Et complètement différemment d'un psychologue, à même de se dire, Elisabeth, on va aborder ce sujet. Hein, on va aborder. Et puis, peut-être que tu t'es demandé, mais pourquoi elle veut qu'on aborde? Mais parce que, dans les discussions, etc., j'ai peut-être, moi, décelé, et c'était mon métier aussi, que là, il y avait, si on peut appeler ça une défaillance. Ouais, bien sûr. Ou un côté caché que t'avais pas forcément envie d'aborder. Et c'est pas le but, parce que tout ce qui est caché va ressortir un de ces quatre. C'est vrai que, si on parle de ça, quand on fait de la préparation mentale, en tout cas, moi, comment je l'ai expérimenté, c'est qu'on enlève des masques, on enlève des voiles. Comme un oignon, je sais pas si tu parlais de cette image, mais en tout cas c'est ce qui me vient là à l'esprit, c'est les couches d'oignon qu'on enlève pour arriver au cœur, quoi. Parce que on a tous nos histoires, tous notre vécu, certains traumatismes, etc. Et souvent on a tendance à mettre un masque pour ne pas montrer notre vrai visage en fait. Mais la préparation mentale, c'est une réexploration de soi en fait. Oui, complètement. D'ailleurs, en premier lieu, c'est une exploration de soi. On va aller voir des choses où des fois, le sportif, il va se dire moi, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des fois, on se dit mais pourquoi elle va là c'est vraiment pas le but, là, on a vraiment d'autres choses à regarder, etc. Non, parce que aujourd'hui, peut-être que ce point-là, je te dis peut-être parce qu'on n'est jamais sûr, finalement. Quand on va explorer avec la personne, celle qui va ressortir tout ce qu'elle a en elle. Mais ce point-là va être bloquant pour la suite. Ou parfois, faut revenir dessus parce qu'ici, c'est un espace safe où on en discute entre nous. Ça ne bouge pas de là. Et puis, c'est aussi un confident, ton préparateur mental. Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Une question que je me pose, je sais pas si c'est une généralité, si on peut parler de ça pour le sport de manière générale ou si c'est propre au milieu artistique, mais j'ai l'impression que les danseurs ou les artistes de manière générale vont avoir une tendance à plus facilement douter d'eux que les autres. Est-ce que c'est réel ou pas? Oui, c'est réel. Alors, moi, mon explication sur le sujet, c'est que, par exemple, donc, dans le milieu artistique, mais comme dans le milieu sportif, d'ailleurs, la danse, c'est vraiment lié aux deux. Vraiment, pour le coup, c'est assez à part. Il y a forcément une remise en question perpétuelle parce que il y a une remise en examen constante de vos capacités, de vos performances. Pareil dans le milieu du sportif. Tu es le meilleur parce qu'aujourd'hui tu as gagné, mais dans 2 semaines ce sera peut-être plus toi. Et c'est comme ça en permanence. Faut toujours prouver sa valeur. Entre guillemets. Alors effectivement, quand il y a quelqu'un qui est déjà champion du monde 3 ou 4 fois, il l'a été et c'est quelqu'un quand même de posé, de stable, etc. Enfin, ses performances sont là, sont ancrées. Mais on remet sans cesse au devant ce qu'on vaut, ce qu'on sait faire, ce qu'on démontre, comment on se comporte. Tout est souvent épié parce qu'il y a des juges. Peu importe le niveau, on va regarder comment tu es, ce que tu fais, ce que tu ressens, comment tu réagis à telle et telle chose. Donc en fait, en permanence, tout est remis en question. Ça va venir, du coup, apporter énormément de vulnérabilité chez les danseurs, notamment comme tu disais. Et puis, du coup, la personne, elle va sans cesse se dire « c'est en train d'impacter la confiance que j'ai en moi. C'est possible. » Ou alors, la personne, elle va dire « vraiment, moi, je sens, j'ai pas confiance en moi lors des compétitions. » Mais est-ce que l'artiste doute plus que les sportifs? Il y a pas réellement de réponse à cette question. Encore une fois, ça dépend des personnes. Je ne pense pas, Elisabeth. Je ne pense pas que l'artiste doute plus. Pourquoi l'artiste douterait plus qu'un sportif? Je sais pas, cette branche artistique, vu qu'on parle de quelque chose de créatif, tu vois, la créativité chez l'artiste,
parfois elle peut être problématique. Les pages blanches pour un écrivain, par exemple, si on parle d'un écrivain. J'ai l'impression que le milieu artistique est plus fragile, entre guillemets. Il y a une sensibilité, en fait. Tu sais, quand on parle, cet artiste, il a une grande sensibilité. On va pas le dire d'un sportif. Non. Ce sportif a une sensibilité. Non, ça se dit pas. Par contre, oui, l'artiste on sent le vécu, on sent, tu vois. Et parce que peut-être que quand tu démontres une performance de danse, il y a vraiment, on n'attend pas quelque chose de très spécifique. Il y a des comment on peut dire, quand tu vas, je sais pas moi, faire du saut à la perche, on attend quelque chose de très spécifique. Oui. À une certaine hauteur, faut pas que tu touches, etc., etc. En revanche, forcément une danse, comme tu dis, il va y avoir le niveau d'interprétation qui l'émotionnel en fait qui entre en jeu. Et l'émotionnel. Et donc du coup, forcément, ça va être une tangente. Si on parle du stress dans la danse, on peut être amené à stresser selon l'objectif. Que ce soit une compétition, un show, une audition, on va pas forcément ressentir le même stress. Comment toi, tu gères avec tes coachés le stress avant un objectif? Est-ce qu'il y a des outils, des techniques que tu vas mettre à disposition de ton coaché pour qu'il arrive déjà dans un premier temps, observer de quel stress il s'agit et ensuite le gérer? Très très grosse question concernant la préparation mentale, parce que c'est un sujet qui revient très souvent et c'est normal quand on va montrer ses performances, il y a forcément une certaine forme de stress. Là, l'idée avec la préparation mentale, c'est d'aller déceler est-ce qu'il s'agit vraiment de stress, qui est beaucoup de fois confondu avec l'anxiété. Donc on va déjà aller voir qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça intervient, comment ça intervient, qu'est-ce que la personne ressent, est-ce que ça lui sert, est-ce que ça lui dessert, et comment on peut mettre à disposition ce qui est en train de se manifester en elle pour que justement ce soit une force au moment de la performance. Donc ça va déjà être un gros boulot. Souvent aussi la personne, avant de faire sa grosse performance ou un objectif elle va considérer un petit peu plus grand qu'un autre, elle va des fois, et souvent c'est le cas justement pour les danseurs, avoir plusieurs représentations en amont de la grosse compétition. Et là déjà, on va avoir déjà des formes de stress, on va avoir des mises en place, et on va justement pouvoir mettre à profit tout ce que on travaille en prépa mentale. Ce qui est très couplé avec la préparation mentale, c'est la sophrologie. Donc, si on dévulgarise la respiration, et donc ça va être forcément un outil qui va être forcément abordé en préparation mentale, puisque il est indispensable, vraiment indispensable. Et donc la respiration, on va beaucoup parler de cohérence cardiaque, mais de certaines formes de respiration qui vont être mises en place à certains moments, d'une certaine manière, en fonction de ce que le sportif et l'artiste ressentent. Et là, ça va être des clés en permanence, puisqu'en plus, le sportif va prendre de plus en plus confiance en lui, parce qu'il va se dire, c'est bon, il y a un truc qui est en train de se déclencher en moi, c'est ça, je sais ce que c'est, je sais ce que je dois mettre en place. Et je sais le gérer, grâce aux différentes techniques. Pourquoi ? Parce que j'ai eu tant de moments pour le faire en amont, je me suis exercée avec Élise, on l'a mis en place, je sais que ça fonctionne, donc c'est le moment, c'est maintenant. Ouais, complètement. Et il y a plein de respirations différentes. Moi, je me souviens, effectivement, là, tu parlais de l'anxiété et le stress, savoir distinguer les deux. Je me souviens, qu'il y a plusieurs manières de respirer, si je ressens de l'anxiété, si je ressens du stress. Et je les ai beaucoup utilisées. Bon, quel que soit le moment, ça pouvait être en préparation, en training, etc. Mais vraiment, avant le passage sur scène, ça fait une différence. Ça fait la différence. Ça fait la force, en fait, du compétiteur à ce moment-là. Ça, c'est un outil, la sophrologie. Et il y en a d'autres. Il y en a vraiment d'autres, comme l'autonomie, la bulle, les visualisations. On en a pas parlé encore, mais oui. Oui, complètement. Vraiment, il y a parfois des gestes, des ancrages qu'on travaille également. Il y a beaucoup d'outils mis à disposition en fonction des besoins du sportif et de ses objectifs et
de comment ça se manifeste en lui aussi. Ouais. Et si on parle même plus largement, la respiration, au-delà des danseurs, mais vraiment pour monsieur et madame tout le monde, on respire mal. On ne sait pas respirer. On ne nous apprend pas à respirer, c'est bête, mais on ne sait plus respirer correctement. Moi, je le vois dans mes cours, dans les cours de pilates que j'enseigne, quand je demande en début de séance, on va prendre un temps pour revenir à soi, se focaliser sur sa respiration, je vois pas le ventre bouger en fait. Je vois le haut. Parce qu'aujourd'hui, on a confondu notre respiration naturelle qui est abdominale avec la respiration du monde dans lequel on vit, donc un monde où on est souvent stressé, etc. Et où on va plutôt respirer avec le haut du corps, avec la cage thoracique, avec les clavicules, etc. qui remontent. Et un monde aussi où on ne s'écoute pas, parce que c'est là aussi le propos qu'on aborde beaucoup en prépa mentale, mais également en pilates, où vraiment, hop, on se ressent sur soi-même, qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que je peux m'écouter respirer, est-ce que tu écoutes comment ça va, ça vient, est-ce que c'est suffisant pour toi. C'est un vaste sujet, de toute façon, la respiration. Est-ce que tu veux parler un peu de la visualisation ? Pourquoi la visualisation, elle est importante ? Et c'est vrai que quand je regarde des documentaires sur la préparation mentale des sportifs, notamment ceux qui ont participé au JO, ils parlent de la visualisation. Et en danse, nous, dans l'accompagnement que j'ai fait avec toi, on a parlé des visualisations. Alors, la visualisation, elle va permettre plusieurs choses. La première chose, c'est de pouvoir trouver refuge, se mettre dans sa bulle. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Faut savoir qu'en règle générale, un sportif et un artiste sont très solitaires. Et donc, ils ont besoin d'aller dans justement ce qu'on appelle un refuge. Parfois, ça peut être l'environnement familial, mais parfois, c'est vraiment son propre, et c'est très essentiel, d'avoir sa propre bulle et de se recentrer vraiment sur soi-même. Mais la visualisation, elle a pour but également de performer. Donc, on va se voir faire la performance. On va s'imaginer. On va également se voir ressentir tout ce qu'on aime ressentir pendant la performance. Donc, c'est absolument essentiel d'entraîner le cerveau, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, à visualiser ce qu'on a envie qu'il se passe. Et justement, à désancrer ce qu'on n'a pas envie qu'il se passe. Donc, c'est aussi possible qu'en visualisation, on vienne imaginer la pire des situations. Mais effectivement, il va y avoir des outils pour que ça ne reste pas en la personne. Et on pourrait penser, tu vois, si j'avais pas fait de préparation mentale et que j'écoute le podcast, je me dirais, ok, très bien, je vais visualiser dans mon coin, que je réussis brillamment ma performance. Mais en fait, non. Si je peux, moi, apporter ma pierre à l'édifice, on voit la différence lorsque on le fait seul ou lorsqu'on le fait avec un accompagnement, et encore plus quand c'est un accompagnement sur le long terme. C'est-à-dire que pour moi, du one shot, oui, ça peut être un boost, ça peut aider, mais ça n'aura pas le même impact que si on est sur quelque chose qui se fait sur plusieurs semaines, plusieurs longs mois. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, moi, c'est ne sous-estimez pas la préparation mentale, les bénéfices de la préparation mentale quand elle est accompagnée, quand elle est faite de manière accompagnée. Complètement. On ne visualise pas correctement au bon moment avec les bonnes méthodes tout seul. Ça s'apprend. Je suis là tout au long en fait de l'accompagnement pour justement déjà apprendre ce que c'est que de visualiser, parce que souvent les sportifs oh non mais c'est bon, moi ça m'arrive, regarde, quand je rêve je visualise. Ça je l'ai beaucoup chez les jeunes. Eh bien non, ce n'est pas pareil. Là, on va visualiser de manière consciente. Même s'il y a une part d'inconscient qui va venir quand même jouer là-dedans. Mais on va vraiment apprendre à visualiser ensemble et à amener en fait le cerveau là où il doit être emmené. Au début, il n'y a pas forcément la conscience du sportif, mais ça va venir en fait. Il va se rendre compte de là où il a envie d'aller. Il va diriger son mental. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, c'est certainement parce que tu as employé le mot méthode, mais si je peux aussi faire un parallèle, c'est avec le Pilate. C'est-à-dire que le Pilate, c'est une méthode qui répond à des référentiels, qui répond à des principes. Et aujourd'hui, le Pilate, c'est énormément démocratisé, et pour autant, dans plein de cours, on ne fait pas vraiment du Pilate parce qu'on n'applique pas la méthode.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je suis la première à dire faites du Pilates avec YouTube. YouTube, il y a plein de vidéos Pilates, c'est génial. Mais si vous n'avez pas les clés, vous ne ferez pas correctement un cours de Pilates. Bah là, c'est un peu pareil finalement, la préparation mentale. Oui, la visualisation, vous pouvez vous amuser à la faire dans votre coin avec YouTube justement, méditation guidée, visualisation. Mais ce sera peut-être pas assez. Parce qu'il vous manquera des clés, quoi. Ouais, complètement. Puis ce sera pas personnalisé. Ouais, complètement. Ok. Donc, drainage lymphatique. Il y a plein de manières de drainer. Tu vas pouvoir nous dire peut-être les différences qu'on peut avoir, notamment au fait, même si c'est pas ton sujet, mais je sais que les kinés, ils font du drainage, mais le tien, celui que tu exerces, il a quand même une spécificité. Je pense que je vais très mal le prononcer. Est-ce qu'on dit bien le drainage lymphatique Renata França? C'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu vas en parler un petit peu, sans tout de suite parler du fait que c'est intéressant pour les danseurs, mais déjà, qu'est-ce que c'est le drainage lymphatique de Renata França? Alors, déjà, tu vois, je vais te corriger de suite parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas 36 000 manières de drainer. Il y en a 2. Ah, il y en a seulement 2? Il y en a seulement 2, ok. Le scientifique Vauder, en fait, a découvert le réseau lymphatique dans le corps humain. Il y a plus d'une centaine d'années et donc du coup une fois qu'il l'a découvert il a voulu l'enseigner dans la médecine et donc ceux qui le pratiquent en fait le plus c'est pas les médecins parce qu'ils nous manipulent pas mais ce sont les kinés et du coup maintenant avec cette profession qui émerge depuis maintenant une bonne vingtaine d'années l'ostéopathie. Dans leurs études de kinésithérapie et d'ostéopathie, ils ont une partie drainage lymphatique. Et cette partie drainage lymphatique, eh bien, elle a été construite par le docteur Vauder. D'accord. Qui a vraiment décelé tout le réseau lymphatique. Ah ouais. Voilà. Sauf que le docteur Vauder, tout simplement, il avait mis une méthode en place dans le drainage lymphatique pour le masser, qui va être longue et douce. Voilà. Et donc, forcément, il y a pas des résultats significatifs rapides, si on peut le dire comme ça. Renata França ne se cache pas de dire qu'elle a repris, du coup, tout le réseau du docteur Vauder, qu'elle l'a utilisé pour elle mettre en place, du coup, certaines techniques et certaines manœuvres qui vont être plus efficientes rapidement. Tout simplement. Donc c'est pour avoir des résultats plus rapides. Oui. Même si c'est intéressant de dire que c'est pas un drainage qui va changer la vie, c'est une régularité. Toi-même tu le disais dans ton expérience un peu plus tôt dans le podcast. Mais on peut le dire quand même, le drainage Renata França donne des résultats dès la première séance. Oui. Ouais. Si c'est pas, et encore une fois on va pas chercher que des bénéfices physiques, ça va être des bénéfices intérieurs, psychiques en fait. Tout de suite on va ressentir qu'il se passe quelque chose. Ce qui ne va pas forcément être le cas d'un drainage Vauder. Parce que le drainage Renata França va être beaucoup plus dynamique, va appuyer justement sur les ganglions bien spécifiques qu'elle a choisis, et du coup qui vont être tout de suite significatifs pour le corps. Chose que le docteur Vauder n'avait pas forcément développé. Mais peut-être aussi, je sais pas, peut-être que c'est une bêtise que je dis, mais certainement que les 2 drainages ne s'adressent pas aussi au même type de personne, même pathologie peut-être. Si celui de Vauder peut-être est peut-être plus utilisé dans la sphère médicale pour notamment peut-être gérer certaines pathologies, non peut-être? Aujourd'hui vraiment, pour avoir des résultats et être poussé, il faudrait faire le Renata França en permanence. De toutes les façons, il y a de plus en plus donc d'ostéo et puis de kinés qui se forment à la méthode Renata França parce qu'elle est beaucoup plus efficace. Donc voilà. Pour on vient pas écraser ce que a fait le docteur Vauder, pas du tout. On se sert de sa découverte pour pouvoir l'amplifier et avoir des résultats. Et c'est ce que Renata a fait, puisqu'elle ne s'en cache pas du tout que c'est pas elle qui a découvert le réseau lymphatique dans le corps humain. Pas du tout. Donc voilà. Et donc du coup, il faut être certifié à cette méthode Renata França pour pouvoir la promouvoir et s'en servir sur le terrain. Ok. Si on parle maintenant un peu plus spécifiquement pour les sportifs, quelle est la différence entre, tu sais, le massage qu'on voit souvent, massage sportif, massage suédois, et celui que tu fais? Oui. Alors, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un massage qui est dynamique. Oui. Donc qui pourrait s'apparenter, mais malgré tout qui a sa différence. Donc, le massage suédois, que je connais pas dans sa spécificité,
mais que je vois très bien puisque je travaille avec deux masseurs sportifs, c'est un massage. Le drainage lymphatique, c'est un soin thérapeutique. On va venir bosser sur le métabolisme des gens, l'immunité des gens. On a quand même une certaine partie médicale. Le massage suédois vient bosser sur les muscles, mais ne vient pas bosser sur la lymphe et le circuit veineux comme le drainage. Ok. Donc il y a quand même deux parties bien distinctes que je dirais. Mais pour la récupération du sportif, c'est tout aussi intéressant de faire le suédois. C'est complémentaire. Et c'est complémentaire. Tout dépend ce qu'il va rechercher. Ouais. Si c'est une détente musculaire. Il va faire le massage suédois. Tout à fait. Ou alors vraiment une récupération musculaire. Je conseillerais plus le drainage lymphatique. Ouais. Ok. Et puis les envies aussi de chacun. Bien sûr. Mais les deux, autant le massage suédois que le drainage lymphatique, c'est dynamique, c'est fort, on ressent, voilà, on n'est pas là pour se relaxer. Oui. Et pour autant, la sensation de détente, on l'a. Exactement. Pour le danseur, dans quel cas tu recommanderais de faire du drainage lymphatique? Plutôt en amont d'une compétition, plutôt après, les deux? Comment Alors, encore une fois, c'est très complexe de répondre aux questions par oui ou non. Parce que ça va dépendre, encore une fois, si c'est une femme, si c'est un homme, quel type de besoins ils ont chacun. En revanche, pour le danseur spécifiquement, je conseillerais vraiment en amont et en post-compétition. En amont parce que forcément, on va venir faire de la rétention d'eau avec un stress qui va déclencher du coup une hormone et qui va du coup favoriser la rétention d'eau. Mais il y a également parfois des problématiques au niveau du sang qu'on a besoin de régler en amont de la compétition pour vraiment sentir son corps dans son intégralité. Et en post-compétition, toute cette redescente justement hormonale, mais également cette redescente musculaire et de fatigue. Ok. Est-ce que tu veux expliquer un peu concrètement qu'est-ce que c'est ces ganglions lymphatiques et comment en amont d'une performance c'est important de venir les travailler pour quelqu'un vraiment qui ne connaît pas, qui ignore ce vocabulaire-là? Si on parle vraiment technique et du coup corps humain. La lymphe, en fait, elle se déplace. Qu'est-ce que c'est la lymphe? C'est un liquide blanc qui va se déplacer en parallèle de ce qu'on appelle le liquide rouge qui est le sang, donc sur des tuyaux parallèles au circuit veineux, et qui va venir se déverser dans des ganglions lymphatiques. On a des ganglions lymphatiques plus ou moins volumineux dans le corps partout, et donc en drainage lymphatique, on va venir travailler les plus gros ganglions lymphatiques pour qu'ils s'activent et qui vident en fait les toxines qui sont transportées dans la lymphe. Ok. Donc pas toute la lymphe, sinon voilà, mais les toxines qui polluent le liquide de la lymphe, en gros, si je vulgarise un petit peu les mots. Et donc en fait, venir activer ces ganglions lymphatiques, pourquoi on le fait? Parce que ils ont tendance à, si on pose un mot, à s'endormir un petit peu, aussi à se toxifier. Et donc, c'est que l'action mécanique qui va venir, du coup, réactiver ces ganglions lymphatiques. Ok. Quand ils se réactivent, ils vont déverser ces toxines par l'urine. Un petit peu par la transpiration, mais beaucoup par l'urine. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le faire, parce que le corps humain, il a tendance à se reposer parfois sur lui-même, et donc on a besoin justement de se faire masser, d'aller en soins, d'aller en ostéo, etc. Encore plus sur quelqu'un comme un danseur qui sollicite beaucoup son physique. Du coup, pour continuer à parler corps humain, les ganglions, on en a partout dans le corps, et dans des zones spécifiques. Effectivement, ils sont dans des endroits bien spécifiques, mais on a vraiment partout, en fait, du visage jusqu'aux pieds. Donc
Voilà. Après, il y en a qui sont plus ou moins importants, qu'il faut absolument qu'on tende à activer, et d'où le drainage Renata Franza, parce que on sait exactement ce qu'on doit activer, mais également ce que nous, en tant que thérapeute, on ressent le plus. Ouais. Et on ressent la même chose chez tout le monde, en particulier? Non. Et non, selon justement les métabolismes, il y a parfois des personnes chez qui on n'arrive pas à ressentir ce qui est en train de se passer. Le corps est comme endormi, a comme pris l'habitude. Il va falloir vraiment des séances peut-être plus rapprochées et plus nombreuses pour vraiment réactiver ce corps qui est un petit peu endormi. On finira par y arriver et ça va pas être au bout de 20 séances. Parce que au niveau du docteur Vauder, on parlait de ça, de 15 à 20 séances avant de voir vraiment quelque chose de drastique. Là, très souvent, 3e, 4e séance sur les personnes où c'est vraiment complexe, on sent déjà que c'est en train de s'activer. Ouais. Et au début de l'épisode, tu parlais que toi, quand t'en as bénéficié, il y avait très peu de praticiens. Aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, on est en Haute-Savoie. Haute-Savoie, Suisse, ça s'est beaucoup développé. Oui, beaucoup développé. Oui. Donc on peut en retrouver partout, du moment que c'est bien écrit, bien mentionné. Renata Pour Franza. être sûr en fait que la personne elle est certifiée à la méthode Renata Franza, il faut aller sur le site Spa Renata Franza et puis il y a dans le menu déroulant trouver mon thérapeute. Soit par le nom parce que tu cherches quelqu'un de spécifique et du coup tu veux ses coordonnées parce qu'on t'en a parlé ou recommandé, etc. Soit tu dis je sais pas moi j'habite à Genève et puis là tu vas avoir toute la liste de ceux qui pratiquent à Genève qui sont certifiés. Si la personne elle n'est pas sur le site, elle n'est pas certifiée parce qu'aujourd'hui comme dans tout métier il y a des formations qu'on peut dire souterraines parallèles dans un but lucratif, si on peut dire ça comme ça. Et donc, parfois même, c'est des personnes qui sont certifiées et qui, du coup, vont créer leur propre petite formation pour faire à but lucratif, en fait, pour justement former d'autres personnes. Mais elles n'ont pas le diplôme Renata Franza, elles sont pas certifiées et elles vont pas être valorisées en tant que telles. En plus de ça, ça présente un réel risque, puisque ce n'est pas Renata en elle-même qui a divulgué la formation. Faut savoir qu'elle a bossé avec les plus grands médecins, les plus grands chirurgiens, et que il y a des gestes, des techniques à ne pas faire et d'autres à absolument faire. Et on est quand même surveillé au geste près, à la manip près, et ensuite on a un suivi à distance avec le Brésil puisqu'elle est brésilienne, où justement on peut se corriger. C'est comme quand on apprend à conduire, on a pas mal de petites habitudes qui sont pas qui doivent être corrigées en fait, de mauvaises habitudes. Et bien là c'est pareil, c'est possible que on ait un geste qui ne soit plus juste à la perfection. Donc c'est comme ça qu'on à distance qu'elle vient revoir toutes les manipulations. Ok, oui, donc c'est très pointilleux. Est-ce que c'est ça aussi qui justifie son prix? Comme on l'a vu tout à l'heure, de toute manière, le drainage lymphatique n'est pas un massage. Comment on justifie ce prix? Déjà par la chose toute simple, comme tu as dit, que ce n'est pas un massage, c'est un soin thérapeutique. Je pense également qu'il y a une formation qui est quand même pointue, qui est précise, et il y a une post-formation où on est suivi, on a un accompagnement à distance. Moi, c'est très régulièrement que j'écris aux équipes de Renata Franza à Sao Paulo. Voilà, à part le décalage horaire, j'ai des réponses dans la journée, quoi, en gros. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cher? C'est pas cher? Voilà, c'est encore aussi une vaste question. Parce que pour autant, c'est pas remboursé, on est d'accord, par la sécurité sociale. Non. Le drainage qui va être remboursé, c'est celui qui va être, en France, prescrit. Oui. Et souvent, celui qui est prescrit, c'est celui qui a été, du coup, découvert par le docteur Vauder. Et donc, forcément, il va y avoir, comme des séances de kiné, beaucoup de séances qui vont être ciblées sur une partie du corps, je sais pas moi, les jambes, le ventre, voilà. Donc, le drainage à la méthode Renata Franza, il s'effectue sur tout le corps. Il n'y a pas je fais que les jambes ou je fais que les bras, c'est l'ensemble du corps, puisque le réseau lymphatique, de toutes les façons, va venir circuler dans tout le corps.
c'est aussi ça qui va justifier le prix. Il faut savoir également qu'en fonction des pays, le drainage Renata Fossa ne coûte pas le même prix. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'exerce en France, mais je fais aussi du drainage en Espagne. Je ne facture pas du tout la même chose puisque c'est adapté au pouvoir d'achat des personnes dans chaque pays. Pour savoir la norme qui a été fixée du coup par le SPA Renata Fossa, tout simplement, quand on a été formé selon le pays où on a été formé, moi ça a été en Suisse à Genève, il y avait un certain prix, j'ai demandé également le prix en France et le but étant de pouvoir se fixer sur ce prix. En Espagne, j'ai demandé également à Sao Paulo quel était le prix pratiqué. Et donc, on ne pratique ni plus bas, ni plus haut, parce qu'il faut une certaine cohérence pour être complètement transparent. Et il faut aussi pouvoir valoriser en fait notre métier. C'est quand même plus d'1 heure de soins à des endroits très spécifiques. On connaît quand même pas mal le réseau à force de le pratiquer. C'est assez intense, on va dire. Il faut le vivre pour le savoir. Oui, complètement. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense peut-être que la question principale, c'est qu'est-ce qui est cher finalement, qu'est-ce qui est pas assez cher, qu'est-ce qui est trop cher, quelle connotation on peut mettre là-dedans. C'est comme tout, quelle expérience on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de s'apporter, qu'est-ce qu'on a envie de pouvoir s'offrir. Aujourd'hui, un massage suédois ou deep tissu ou relaxant, on peut en évoquer plein. Mais disons qu'on reste vraiment dans la sphère du sportif, un massage suédois par exemple, va avoir une efficacité ponctuelle, une efficacité sur le moment, peut-être sur la journée, où on a vraiment ressenti le massage. Le drainage lymphatique, non. C'est un soin qui va durer dans le temps. Mais surtout, je sais pas, je peux donner des exemples. Par exemple, moi, de mon vécu, j'ai des personnes qui avaient des fourmis dans les bras, dans les avant-bras, qui aujourd'hui vivent très bien. Ça ne les réveille plus dans la nuit parce qu'on en était à ce stade-là, et qui n'ont plus du tout de fourmis dans les bras. Des personnes qui faisaient de la rétention d'eau, encore plus à l'approche de l'été parce que il y a de la vasodilatation avec la chaleur, mais qui faisaient de la rétention d'eau constamment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour elles. À force de se faire drainer, le réseau lymphatique vraiment a pris une certaine habitude et aujourd'hui, c'est beaucoup moins douloureux pour elles. On a beaucoup de personnes qui peuvent dire justement, j'ai l'impression d'avoir des poteaux à la place des jambes. Aujourd'hui, avec cette régularité et ce soin qui est adapté, on n'a plus ce genre de choses-là. Donc ça veut dire que quand même pour avoir des effets, il faut quand même maintenir une certaine régularité, ne pas le faire trop de manière ponctuelle. Il faut un suivi qui se fasse quand même sur un plus ou moins long terme. Non ? Mais oui, complètement. Il faut, au niveau du drainage lymphatique, en tout cas, quand on a des problématiques qui sont déjà assises, si on peut dire ça comme ça, qui sont installées, on a besoin parfois de plusieurs séances, soit rapprochées, donc c'est ce qu'on appelle en drainage lymphatique une cure, pour relancer le système, soit de plusieurs mois, et ce qu'on appelle un suivi mensuel, pour pouvoir voir des résultats. Mais on n'est pas en train de parler de 6 mois, non, c'est possible qu'en 3-4 fois, ça aille bien, et ensuite qu'on se voit bimensuel ou moins... Donc effectivement, là, on a compris l'intérêt de faire du drainage lymphatique, que ça avait une vraie importance en amont comme après en récupération. Si voilà, t'avais quelque chose, un dernier mot à dire pour les danseurs qui nous écoutent, pourquoi ils auraient intérêt à faire du drainage lymphatique? Pourquoi ça doit faire partie de leur routine? Un danseur qui va avoir vraiment une exigence d'entraînement assez élevée va forcément générer des lacunes physiques, si on peut dire ce mot lacune, mais va forcément engendrer des petits pépins physiques et va forcément avoir besoin justement de faire un drainage lymphatique. Pourquoi ? Parce que tous les membres de son corps sont sollicités très souvent en danse. Donc le drainage lymphatique va venir vraiment lui apporter du confort
sublimer en fait sa pratique et sublimer par conséquent sa performance. Le fait est qu'il va se sentir beaucoup mieux et beaucoup plus serein par conséquent. Ça va être lié également au mental. Oui. Forcément. Donc là, tu montres vraiment le lien entre le mental et le physique. Un danseur finalement qui pense à agir sur le long terme pour avoir une belle carrière, pour terminer finalement on pourrait dire que c'est un danseur qui prend autant soin de sa tête que le physique. Oui, complètement. Oui, complètement. Surtout que on parlait tout à l'heure de tout cet aspect sensible, créatif, vulnérable. Donc effectivement, le danseur a grand besoin de son côté mental, tout comme son côté physique, auquel il prend soin déjà, je trouve, oui. De manière assez importante. Après, effectivement, je pense que la préparation mentale arrive de plus en plus du côté de la danse. Oui, et pour la partie physique, j'aimerais quand même apporter cette précision, mais souvent, peut-être qu'on agit trop tard. Tu vois, je parle beaucoup avec des danseurs qui me disent « je sais pas forcément m'écouter », et souvent, c'est quand il y a la blessure qui est là, que je dois m'arrêter, et on n'écoute pas forcément trop les signes qui sont en amont. Et finalement, le drainage lymphatique, vu qu'il y a cette partie thérapeutique, on pourrait penser que t'es aussi là pour nous aider à prendre soin de notre corps et à déceler peut-être des potentiels... pas déceler des potentielles blessures, mais en tout cas dire attention, là ton pied il est en train de crier au secours, peut-être qu'il faudrait que tu prennes un petit peu plus soin de lui. Alors, c'est possible qu'on le ressente pendant le drainage lymphatique, mais du coup... Pour faire un parallèle, les potentielles blessures qui peuvent arriver ou les dommages corporels qui peuvent survenir, on va beaucoup les prévenir en mental. Ok. Bon, du coup, on arrive sur la fin du podcast. Ça aura été un podcast très intéressant. Peut-être qu'on aura ressenti à travers les micros que nos cerveaux bouillonnent parce qu'il y a plein de choses à dire. Comme on l'a dit, finalement, la préparation mentale, ça permet clairement d'explorer qui on est, d'en savoir plus, de connaître finalement qui on est. Est-ce que tu dirais que la préparation mentale permet d'explorer tout son plein potentiel ? C'est certain que ça va être un outil qui va permettre de se libérer et d'exploiter forcément un potentiel certain chez les sportifs et les artistes. Après, encore une fois, reste à définir qu'est-ce que c'est le plein potentiel de telle et telle personne. Ça va être complètement différent. Et est-ce que je suis la bonne personne pour cela? Je vais avoir la pleine capacité de pouvoir aider cette personne et de pouvoir l'emmener là où elle a envie d'aller. Et donc forcément, là où elle a envie d'aller, ça va être certainement pour libérer son plein potentiel. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas que le physique, on l'a déjà vu, il y a beaucoup le mental qui vient agir sur les performances. Et quelqu'un qui garde beaucoup de choses en elle, par exemple, quelqu'un qui n'a pas... les ressources suffisantes pour performer, forcément, n'exploite pas son plein potentiel. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais effectivement, la préparation mentale est une des clés, si on peut dire ça comme ça, qui va permettre d'exploiter son plein potentiel dans son expression artistique et sportive. Ouais, tout à fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça remue beaucoup de choses. Donc, si vous voulez prendre part à une préparation mentale, accrochez-vous, ça secoue. Mais ça secoue positivement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer l'épisode ? Non, merci beaucoup pour ton invitation. Ça a été un plaisir. Comme on disait, c'est très vaste, que ce soit la préparation mentale, mais également le drainage lymphatique. Il y a encore plein de sujets de thématiques qu'on aurait pu aborder. Ah oui. Mais la blessure, post-carrière, comme on disait. Ouais, complètement. Beaucoup de choses. Après, je suis très ouverte au questionnement, etc. Donc, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse me poser les questions. Oui, du coup, comment on te contacte ? C'est via ton site internet, via ta page Instagram peut-être ? Oui, il y a deux manières principalement, donc soit le site internet où on peut me contacter via l'onglet contact. Je mettrai de toute manière le lien. Ou également via ma page professionnelle Instagram, Lympha, où là vraiment on peut soit me contacter en MP, soit déjà voir tout ce que je peux véhiculer au quotidien. Super.
Parfait, vraiment super, merci pour tout ce que tu nous auras partagé. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes, que ce soit les danseurs ou même les curieux, les personnes qui ne touchent pas forcément à la danse et qui sont intéressées par le sujet de la préparation mentale, par le sujet du drainage lymphatique. Merci à tous en tout cas pour l'écoute. Merci à toi, ciao. Voilà, l'épisode est terminé, je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager, ça me fera très plaisir.